Salut les trekkers, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui s'est fait un peu attendre, la vidéo sur le topo du GR8. Pour celles et ceux qui suivent la chaîne, donc vous le savez, fin mai, début juin, j'ai fait le GR8. Ça n'a pas été de tout repos, c'était même un peu compliqué, mais riche en apprentissage. Depuis le deuxième, troisième jour, je vous avais dit dans les vidéos que je ferais un topo. J'ai mis un petit peu de temps parce qu'au niveau professionnel, c'était assez chargé. Et surtout, j'ai voulu regarder toutes mes vidéos à nouveau et relire toutes mes notes pour bien structurer ce topo et qu'il soit vraiment riche en enseignements. Alors, je pense que le topo s'adresse à la fois aux personnes qui seraient intéressées pour faire le GR8 ou pas, qui savent déjà qu'ils ne veulent pas le faire parce que ça ne va pas du tout. Et vous pourriez peut-être être un peu étonné de mon bilan et de ma conclusion. Ça s'adresse aussi aux personnes en général qui font des GR, qui font des randonnées. Et j'aimerais par ce topo vous montrer que parfois, même souvent, c'est super important de faire un vrai topo, un vrai bilan, parce que on apprend énormément de choses en faisant une rando, et en faisant un topo, on se dit ah oui, c'est vrai que ça, j'aurais peut-être dû le faire ou je ne l'ai pas fait, et voilà, c'est riche en apprentissage. Je vous parlerai donc de ce GR8, je vous le présenterai, je vais le présenter succinctement, surtout pour les personnes qui n'auraient pas suivi les différentes vidéos sur le GR, mais également pour resituer un petit peu l'action, la temporalité, le parcours. Je vous parlerai de ce que j'ai appris, parce que j'ai appris énormément de choses, parfois à mes dépens, mais c'est ça que je suis venu chercher aussi, c'est toujours un apprentissage sur soi et sur la rando en général. Je vous parlerai de ce que je changerais, si j'avais dû changer des choses, qu'est-ce que j'aurais changé. Au niveau du matériel, bien entendu, je vais vous dire ce que j'ai été ravi d'avoir pris, j'étais super content, le matériel qui m'a donné un feedback hyper positif. Des choses que j'aurais peut-être pas dû prendre et des choses que j'aurais dû prendre et je le savais pas et que j'aurais pas, qui m'aurait été utile. Donc ça c'est quelque chose d'assez important. Viendra ensuite la rubrique ce sur quoi je dois travailler pour m'améliorer en rando, pour mieux randonner, pour que ce soit plus confortable, pour que ce soit moins stressant. Et enfin je terminerai par deux choses. D'une part le bilan. Les choses positives et les choses négatives sur ce GR. Et la toute dernière, c'est la conclusion. Et surtout, la chose, c'est est-ce que ce GR est à faire ou est-ce qu'il faut complètement l'oublier? Et s'il est à faire, à qui ça s'adresse et à qui ça ne s'adresse pas? Et je pense que là, vous pourriez être un peu surpris. Parce que durant ma randonnée, j'ai beaucoup pesté, mais à chaque fois, je me disais, mais en fait, ça pourrait être une randonnée intéressante pour certaines personnes. C'est parti! Alors, on commence par le GR8. Le GR8, alors c'est un peu compliqué parce que en fonction des sites sur lesquels vous allez aller, vous allez voir que le GR8 est essentiellement vendéen. Surtout si vous tapez GR8, vous allez tomber sur l'Office du tourisme de la Vendée, et c'est que la Vendée. Si vous allez sur iCamp, vous allez trouver un peu plus d'informations. Et là, je crois même que sur iCamp, on ne parle même pas de la Vendée, on parle vraiment que de la partie Gironde et Landes. Donc moi, en tout cas, mon GR8, comme je l'ai appelé tout le temps, ça a été de partir de Hourtin, donc en Gironde, et de descendre jusque Bayonne-Biarritz dans les Landes. Au niveau de la temporalité, je suis parti en mai. Pourquoi mai? Parce que j'avais pas beaucoup de travail à ce moment-là. C'est aussi simple que ça. Est-ce que le mois de mai a été pertinent? Oui et non. Là, il a été très pertinent parce qu'il faisait bon, mais pas trop chaud. J'ai échappé aux canicules, ça c'était cool. C'était sympa parce qu'il y avait assez peu de monde sur la route. En tout cas, je parle des vélos. Il y avait très peu de vélos puisque j'ai suivi pendant un long moment la Vélodyssée, la piste cyclable. Il y avait très peu de vélos. Donc c'était vraiment pas mal. L'inconvénient de mai, c'est que au niveau des campings, il n'y avait pas de permanence le soir. Souvent, ça s'arrêtait à 18 h.
Et c'est un peu compliqué quand vous arrivez après 18 h pour trouver des campings, surtout certains campings sont fermés, vous n'avez pas le droit d'entrer, vous n'avez pas le droit de poser votre tente. Pourquoi ce GR ? Alors il y avait une raison, on va dire, intellectuelle de tête, et il y avait une raison de cœur. La raison intellectuelle, c'est que j'avais envie de faire des choses différentes. J'avais fait le GR30 dans lequel il y avait un petit peu de dénivelé pour me préparer au Tour du Mont Blanc où il y avait un peu plus de dénivelé et pour me préparer au GR20 où il y avait beaucoup de dénivelé et beaucoup de cailloux et beaucoup de montagnes. Et après tout ça, je vous avoue que le GR20 m'a beaucoup impacté. De toute façon, vous le savez parce que je suis toujours en train de taquiner un peu le GR20. Ça m'a beaucoup impacté et j'avais vraiment envie de retrouver mon plaisir, le plaisir que j'avais eu par exemple sur le GR65, une partie de Saint-Jacques-de-Compostelle, où j'avais envie de retrouver des lacs, des rivières, de la forêt, des coins ombragés. J'avais pas envie de continuer à randonner à quatre pattes ou à grimper des échelles, enfin ça c'est pas mon truc. Et donc il y avait ça, il y avait le fait que je me disais tiens randonner le long de la mer ça peut être super intéressant ou en tout cas je cherchais quelque chose de nouveau et c'est ça qui m'intéressait, c'est aller dans des endroits où je suis jamais allé en termes de randonnée, parce que la Gironde je connaissais un peu pour avoir fait mon service militaire. Donc ça m'intéressait. Et en parlant de service militaire, j'avais fait mon service militaire à Hourtin et j'ai vu sur iCamp que le GR partait de Hourtin. Je me suis dit, c'est un signe du destin, il faut que je fasse ça. Alors les apprentissages ont été un peu rudes parce que j'ai été directement le nez dedans. Le premier apprentissage, c'est dormir à la Belle Étoile, je ne l'avais jamais fait. La première nuit a été un poil compliqué, mais ça a été une bonne transition avec dormir à la Belle Étoile, puisque n'ayant aucun endroit pour bivouaquer, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi les vidéos, c'était interdit de bivouaquer où que ce soit. De toute façon, pendant tout le trajet, ça a été ça, interdit de bivouaquer, donc il a fallu que je trouve des solutions. La première fois, ça a été dans les toilettes publiques. Alors, c'est pas ragoûtant, mais en fait, c'est pas pire que de dormir à même la terre ou le sable dans lequel il y a plein de saloperies. Donc, les toilettes étaient propres. J'étais pas à la Belle Étoile parce qu'il y avait quand même un toit au-dessus de moi. J'ai pu fermer les toilettes étaient très grandes. J'ai pu les fermer à clé, donc j'étais bien. J'étais dans mon petit truc, voilà. Enfin, les toilettes, quand je dis, c'est pas toutes les toilettes que j'ai fermées à clé, hein, je n'ai pas le monopolisé, mais il y avait une des 4 ou 5 toilettes que j'ai fermées à clé, donc les gens pouvaient quand même y aller. Donc c'était pas mal et ensuite oui, ça a été 2-3 nuits à la Belle Étoile. Des nuits un petit peu compliquées parfois parce que j'avais peur qu'un orage me tombe dessus, il fallait vite que je trouve l'endroit, mais j'ai réussi à voir des endroits qui étaient super sympas, notamment sur le domaine d'une école de surf où j'ai pu avoir un abri inespéré juste avant un orage et surtout en dormant face à la mer, donc ça c'était vraiment génial. Dormir en pleine ville, je l'avais déjà fait mais avec une tente. Là c'était dormir en pleine ville, encore une fois à la Belle Étoile, sous le porche d'un magasin. Donc c'était pas évident, mais ça a été riche en apprentissage et je me sens beaucoup plus fort maintenant parce que je me dis que c'est une possibilité que je n'avais jamais explorée, que là j'ai largement exploré dans des situations difficiles. Et je sais que maintenant quand je partirai, si j'ai pas un lieu de bivouac, je me dis j'ai cette option-là. Alors qu'avant, je me disais non, j'ai jamais fait, ça peut être compliqué. Là, j'ai été mis le nez dedans et il a fallu le faire. Donc ça a été vraiment très très intéressant. Au niveau des autres apprentissages, c'est suivre son itinéraire. Je vous l'ai dit dans les vidéos, avant j'étais très psychorigide, je suis encore beaucoup psychorigide, mais j'étais très psychorigide dans le fait de me dire on doit suivre l'itinéraire d'un GR. Un GR, il commence là, il se termine là, tu le commences, tu le termines. D'ailleurs, souvent on me dit tu voudrais pas faire le GR5, le GR10 et à chaque fois je dis non, ça m'intéresse pas trop parce que je peux pas le faire en entier. Et ça, j'étais très figé là-dessus et peut-être que ça m'a permis d'ouvrir un petit peu mon esprit en me disant mais en fait tu randonnes pour le plaisir, tu randonnes pour éprouver le chemin, tester des choses, te tester toi, voir ta capacité d'adaptation.
est-ce que tu es vraiment obligé de cocher la case « je suis parti du départ, je suis allé jusqu'à l'arrivée » en disant « tac, hop, ça c'est fait, ok, j'ai fait le ». Je suis de moins en moins sûr en fait, je suis de moins en moins sûr d'être obligé de faire quelque chose. J'ai toujours trouvé dommage les gens qui faisaient que 2 étapes d'un GR. Les gens qui ne faisaient que le GR20, que la partie nord ou que la partie sud, encore je comprenais parce qu'elle est souvent découpée, partie nord, partie sud. Mais ceux qui font que 2 ou 3 étapes d'un GR, je trouvais ça un peu bizarre, ou ceux qui commencent pas depuis le début à la fin. Et là maintenant je commence à les comprendre parce qu'avec ce GR8, j'ai pas suivi le GR. J'ai fait un peu mon GR. Donc je commence à comprendre que en fait on peut le faire. Et ça va peut-être impacter mes prochains GR où je dirais non, en fait je vois que le GR à un moment il passe par un endroit qui me semble pas incroyable. Ou au contraire j'aimerais bien faire, au lieu d'aller à gauche, au lieu d'aller je sais pas, à l'est, et moi j'irai plutôt à l'ouest parce qu'il y a une abbaye qui m'intéresse plus et que j'ai envie de voir. Et pourquoi est-ce que je suivrais forcément ce chemin? Je sais pas si vous êtes pareil, si vous suivez toujours exactement le chemin, ou s'il y a des moments où vous dites non, ça c'est, il y a une boucle qui m'intéresse pas, je vais la chanter. Alors je dis pas de la chanter en prenant le bus ou en prenant le taxi, enfin après tout, pourquoi pas, vous pourriez le faire. J'ai rencontré des gens qui faisaient ça sur Saint-Jacques, qui prenaient un taxi pour chanter une étape qui leur semblait pas intéressante. Mais pourquoi pas la chanter à pied, en faisant un détour, en faisant une prolongation, en disant non, je vais encore aller 6-7 km plus loin parce qu'il y a un lac et puis je reviendrai sur le chemin. Ça, c'est une chose qui me serait jamais venue à l'esprit avant, en me disant c'est pas sur le chemin, toi tu es venu pour faire le chemin. Et en fait, je suis en train de me dire que je suis venu pour randonner. Je suis pas forcément venu pour dire j'ai coché GR30, je l'ai fait du début à la fin. Voilà, c'est pas quelque chose. Et là, c'est vrai que ce GR, qui n'existe pas, je vous en parlerai, qui n'existe pas, voilà, c'est pourquoi pas le faire comme ça. Et ça, c'est un des gros apprentissages aussi que j'ai eu sur ce GR. Dans les autres apprentissages, c'est vrai que la grosse difficulté, c'était le bivouac. Et je me suis dit, j'aurais peut-être dû réserver plus souvent des campings, ou en tout cas regarder avant où il y avait un camping. Et en fait, je suis un peu mal... j'ai été un peu mal formé à cause du bivouac, parce que je pars, je sais à peu près où je veux arriver. Je pense que vous avez vu dans les vidéos, souvent je dis « Ah, je pars de là et j'aimerais bien bivouaquer ce soir entre Mimizan et Contis. » Et voilà, 15 heures de marche après, je bivouaque entre Mimizan et Contis. Et plein de fois, je me dis « Ah, j'aimerais bien bivouaquer. » Et à chaque fois, ça tombe bien. Donc j'ai quand même une bonne estimation de là où je veux aller. Mais comme je le fais un peu au feeling, souvent, je marche et c'est vers 16h, 17h, 18h où je me dis « Tiens, je vais commencer à chercher un lieu de bivouac. » Alors quand on en trouve, c'est génial parce qu'on bivouaque où on veut. Mais quand j'aurais dû me rendre compte très vite que très vite, je n'aurais pas le lieu de bivouac sur tout le GR. Après, à chaque fois, je me disais « Oui, mais on est en Gironde, ou on n'est pas loin de l'incendie, ou on arrive dans les Landes, ça va peut-être changer. » Et j'avais toujours espoir que ça puisse changer. Et ça, c'est un petit peu un défaut que j'ai eu, c'est de toujours croire qu'après, ce serait mieux. Si j'avais su dès le départ, j'aurais pu me dire « Écoute Pierre, pendant tout le GR, ça n'ira pas, c'est pas possible. Tu as cru que parce que c'était que des bois et qu'une forêt et que c'était hyper étendu, il y aurait forcément des lieux de bivouac. » Je me suis complètement fourvoyé. En fait, c'est plus simple de bivouaquer en pleine montagne qu'au niveau d'une forêt. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, j'aurais dû prévoir, mais pas prévoir mon camping à 17h30, comme je l'ai fait 2-3 fois et où je me suis retrouvé le bec dans l'eau. J'aurais dû le prévoir, ça c'est un enseignement, j'aurais dû le prévoir la veille ou le matin. Le matin, quand je me lève, je me dis, bon ok, t'es en forme, t'es pas en forme, tu vas pouvoir faire 35, 40, 45 km. Et donc, tu devrais arriver à peu près là. Est-ce qu'il y a des campings dans le coin et est-ce que ça te permet de t'orienter plus vers l'est ou vers l'ouest pour pouvoir trouver le camping et arriver naturellement et appeler tout de suite, prévoir une heure d'arrivée, tout ça. Ça aurait été pas mal. Au niveau des autres apprentissages, le lyophilisé. J'avais eu 3 lyophilisés qui m'avaient été offerts par Lyophilisé & Co. Super bon, ils étaient vraiment bien, je vous ai fait les critiques, j'ai même remis la critique sur le site, puisqu'il y a un site maintenant, tracker.com, que j'essaye de mettre à jour, mais
c'est un peu comme tout, j'ai un peu de mal, mais bon, j'ai écrit les critiques dessus. L'enseignement que j'ai eu, parce que je me suis fait avoir, c'est que j'ai pris 3 fois des plats qui étaient épicés. Et sur le principe, je trouve ça assez sympa de manger épicé, c'est pas mauvais, mais ça demande de l'eau, ça donne soif. Et c'est pas forcément la meilleure idée de prendre des plats lyophilisés épicés lorsque vous n'êtes pas sûr d'avoir beaucoup d'eau. Donc si vous partez sur le GR20, vous bivouaquez forcément au niveau d'un refuge et vous dites que forcément il y aura de l'eau accessible. Donc ça pose aucun problème d'avoir un plat épicé, lyophilisé, acheté ou que vous auriez fait vous-même. Par contre, pour les prochaines fois, si je ne suis pas sûr d'avoir de l'eau, je pense que je choisirai des plats lyophilisés pas épicés ou que je me préparerai des plats que je ferai exprès de ne pas être trop épicés pour ne pas être trop consommateur d'eau. À dire comme ça semble évident, mais c'est toujours mieux en le disant et en se le rappelant. Les 2 dernières choses que j'ai appris, je vais essayer d'aller vite. La première chose, c'est que des abonnés m'avaient dit qu'il y avait eu des incendies de forêt. Val notamment m'avait dit qu'il y avait eu un grand incendie au niveau de la dune du Pilat. Franchement, dans ma tête, un incendie qui a plus d'1 an, et puis je me suis dit, c'est un incendie, ça va faire quoi? Ça va faire 5 km sur 5, 10 km sur 10. J'ai pas prêté trop attention. J'avais contacté pas mal de mairies pour savoir si le camping était autorisé, tout ça. Personne ne m'a répondu. La seule mairie, c'est le mairie ou l'office du tourisme qui m'a répondu super sympathiquement, rapidement et ainsi de suite. C'est celle de Mimizan où j'ai dit est-ce que je peux traverser de Mimizan à Biscarrosse parce que je sais qu'il y a une base militaire. Et elle m'a dit non, il faudra faire le détour. Là, ça a été super. Mais les autres, j'ai pas eu trop d'infos. Alors je pense que pour les gens qui sont en Gironde, ils ont dû en entendre parler pendant 800 ans de cet incendie, ils ont dû voir l'étendue et tout. Personnellement, voilà, moi c'était il y a 1 an, j'en ai peut-être entendu parler aux informations nationales, mais pas plus que ça. Et je pensais vraiment que le contour serait facile. Et surtout, je ne pensais pas que le GR serait bloqué et qu'il n'y aurait surtout aucune indication bis pour dire vous faites le GR, il est bloqué sur 15 km, vous ne pouvez pas traverser la forêt qui est plus calcinée depuis 1 an, hein, qui est en réaménagement et tout, mais bon, il y a des panneaux d'interdiction. J'avais consulté pas mal de forums où les gens disaient les pistes cyclables sont réouvertes, pas réouvertes, enfin c'était vraiment le flou. J'aurais peut-être dû plus me renseigner et parfois je me dis que ça peut être intéressant, j'en avais parlé justement à certaines personnes, je me dis quand on va dans un lieu, c'est peut-être intéressant une fois tous les 2-3 jours de regarder FR3 régional. Et si je vais en Alsace, pourquoi pas essayer de regarder pendant 1 ou 2 mois avant de partir le FR3 Alsace pour voir un petit peu ce qui se passe, s'il y a des faits importants ou regarder un petit peu la presse. Ça demande beaucoup de temps et tout, j'aurais peut-être dû le faire, mais voilà. Ça, c'est une chose un peu dommage. La dernière chose également, c'est de ne pas croire les tracés. Alors déjà quand on va sur GR Info par exemple, on se rend compte que le tracé du GR8 n'existe qu'en Vendée, il n'existe pas du tout dans le reste de la France. Quand on va sur iCamp, iCamp on se rend compte que, pourtant c'est un site spécialisé, moi j'ai suivi le tracé iCamp et plusieurs fois, vous l'avez vu sur les vidéos, plusieurs fois je suis tombé sur des endroits où je ne pouvais plus continuer, il y avait une grille, ça a été bloqué, ou des endroits où vraiment on ne pouvait pas passer, je ne sais pas comment a été fait le tracé iCamp, si c'est qu'une personne qui est passée et qui a fait son tracé. Mais voilà, souvent j'avais un petit peu trop tendance à dire qu'un tracé qui était diffusé sur un site important, voilà, c'était forcément parole d'évangile et qu'on pouvait le croire. Et à l'inverse, j'ai fait une très grosse erreur. C'est celle de ne pas avoir cliqué sur un site qui n'est absolument pas un site spécifique randonnée, puisque je croyais iCamp et je croyais GR Info. Et quand j'ai fait ma vidéo de présentation, j'avais dit, regardez, les infos sont un peu disparates, tout ça, mais apparemment, il y aurait quand même un GR. Voilà. Et en fait, je ne suis pas allé sur un site généraliste qui s'appelle Wikipédia, parce que je me suis dit, Wikipédia, ça va juste dire, il y a un GR8, et encore, est-ce qu'ils vont en parler? Enfin, voilà.
Et en fait, quand on va sur le GR8 de Wikipédia, la page, on se rend compte qu'en fait le GR, et vous avez enfin la solution, la résolution du problème, le GR8 n'existe pas, il est en rebalisage, il est voilà, tout ce que vous voulez, mais ça n'existe pas, ça suit la voie de Souillac qui n'existe pas, et donc si j'avais lu ça, je savais que je m'orientais vers quelque chose qui n'existait pas, et ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bon, c'est comme ça. Alors, ce que je changerais, eh bien, objectivement, ce que je changerais, rien. Rien. Parce que j'aurais pu changer des choses, par exemple trouver des campings, ça aurait été cool, mais ça n'aurait pas été la même expérience. J'aurais pas eu autant de mal, j'aurais pas autant enduré le chemin, et j'aurais pas eu autant d'apprentissage. Donc, au final, je me dis que j'aurais rien changé. Il y a peut-être deux choses que j'aurais pu changer. La première chose, c'est que je vous avais dit que j'étais allé à Hourtin, j'étais content de partir de Hourtin parce que c'était là où j'avais fait mon CS militaire et en fait la base est devenue a été abandonnée et c'est vraiment triste à voir. Donc j'aurais jamais dû aller voir cette base qui est abandonnée parce que dans mon souvenir la base était magnifique. Et surtout, pour aller à Hourtin-Plage, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'y a rien du tout. Et c'est vraiment pas une bonne idée de faire démarrer un GR à Hourtin. Je ne comprends toujours pas pourquoi ça démarre d'Hourtin, c'est n'importe quoi. Donc je dirais que si je devais changer mon itinéraire, je le changerais en plus court, en plus long. En plus court, je ne partirais pas d'Hourtin, mais je partirais certainement de Lacanau. Même si Hourtin, Carcan-Plage, Lacanau, c'est très très beau. Mais arriver à Hourtin, c'est vraiment compliqué, c'est même dangereux avec la départementale. C'est un peu une spécialité du GR8, vous faire passer par des départementales. Là, c'est pas le cas parce que c'est une façon d'arriver à Hourtin. Et bon, faut quand même bien y aller. Mais plusieurs fois, on m'a fait passer, le GR me faisait passer par des départementales et je voyais, non pas des indications GR, parce que j'ai dû en voir 3 ou 4 sur tout le trajet, sur les 300 km, mais des indications Saint-Jacques-de-Compostelle ou des indications, je ne me souviens plus le nom, mais chemin de randonnée des Landes ou de Gironde. Et on est le long d'une départementale. Donc c'est un peu une spécialité, leur truc. Ils ne peuvent pas faire autrement, mais je suis quand même très étonné. Donc je partirai plutôt de Lacanau, où c'est plus typique comme nom de départ, de faire Lacanau quelque chose. C'est beaucoup plus simple d'y aller, je pense que j'ai pas regardé, mais je suis persuadé qu'il y a des bus qui vont facilement à Lacanau. Enfin, j'en ai vu depuis Bordeaux, donc ça doit être le cas. Donc déjà il y a ça, et enfin, moi vous savez, je me suis entre guillemets arrêté à Bayonne au niveau des vidéos. Parce que ensuite, quand j'ai fait Bayonne-Biarritz, en fait, c'est que de la ville. Donc, c'est pas du tout intéressant. Donc, j'aurais ne pas dû faire Hourtin-Biarritz, mais j'aurais dû faire Lacanau-Bayonne, parce que c'est mieux. Ou alors, vous augmentez le trajet. Mais là, pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'ai pas le temps et que je peux pas prendre autant de congés que je veux, même si je suis photographe indépendant, j'ai quand même des clients qui me demandent de faire des photos. Je pense que psychologiquement et au niveau du parcours, partir de Soulac, c'est quand même beaucoup plus intéressant. D'une part parce que on ne part pas de Hourtin, qui ne veut rien dire, que Soulac, il y a une gare SNCF, donc vous faites Bordeaux-Soulac très facilement. Que Soulac, c'est vraiment un départ au niveau géographique. Vous voyez bien que vous êtes au niveau de l'estuaire de la Gironde et que vous allez descendre complètement jusque dans le sud de la France. Et que Soulac, c'est le début de la voie de Soulac, la voie de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui était une des voies où la plupart des Bretons partaient traverser l'estuaire de la Gironde et pouvaient partir de là. Et c'est de là que partaient la plupart des Anglais qui accostaient à Soulac, lorsqu'il y avait encore un port. Ils accostaient à Soulac et ensuite ils traversaient le long de la côte d'Argent, donc le long de la côte atlantique, pour aller jusqu'en Espagne. Donc symboliquement et géographiquement, ça me paraît hyper logique. Et par contre, si je devais ne pas m'arrêter à Bayonne, je m'arrêterai à Saint-Jean-de-Luz parce que ça fait s'arrêter à la frontière. Donc c'est sympa. Et dans ce cas-là, je suivrai le parcours de Highcamp. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver dans Bayonne, traverser Bayonne que par la ville pour arriver à Biarritz, en fait, je ferai le contour de Bayonne.
et j'arriverai jusque Sarre, qui est la fin officielle du GR8, enfin officielle, je ne sais pas par rapport à qui, par rapport à Ekamp. Et ensuite je remonterai, je crois que c'est le GR10 qui est là, et je le remonterai au niveau du Pays Basque pour arriver à Saint-Jean-de-Luz, et ça ferait, voilà, ça ferait quelque chose de beau au niveau de l'image, parce que vous partez de l'estuaire de la Gironde jusqu'au Pays Basque et jusqu'à la frontière. Donc voilà, ça c'est ce que je changerais. Au niveau des deux autres choses que je pourrais changer, les distances, j'en ai parlé dans les vidéos, je me tâte de plus en plus d'être... Non, parce que dans ma tête, je viens de me dire faire le feignant, et il y a un autre gars qui dit non, tu peux pas dire ça sur la vidéo, tu vas te faire flinguer. Donc imaginez que je ne l'ai pas dit. Je pourrais le faire en dilettante, c'est-à-dire au lieu de faire mes 48 km de moyenne, que j'ai quand même fait sur ce GR8, ce qui dans un sens peut être considéré comme beaucoup, et dans un autre sens, c'est à la fois plat au niveau des dénivelés, et le sol était plat de chez plat. Donc bon, c'est un peu plus simple, mais ça rejoint un peu les 35 km de moyenne que j'ai fait sur le Tour du Mont Blanc. Donc vous voyez, voilà. 35, 45, enfin 48, voilà. C'est le temps de marche, c'est toujours le même temps de marche. Je devrais essayer de faire moins de kilomètres, je pense. Je ne sais pas comment je peux faire pour y arriver. Il y a des gens qui doivent halluciner, mais je ne sais pas comment faire pour moins marcher, parce que j'aime bien marcher. Si je m'arrête trop longtemps, je m'ennuie, je me dis, bon allez, c'est bon, t'as mangé, t'as fait le soin des pieds, t'as fait une sieste. Enfin, vous avez vu, hein, j'ai fait des siestes, je me suis baigné dans les lacs. Enfin, j'ai pas l'impression d'être à fond et de me dire allez. Mais j'aime bien me lever tôt et marcher le matin. Et puis forcément, le soir, il fait encore jour, donc je marche. Mais je vais essayer de faire un GR. La deuxième chose que j'aurais dû faire, c'est prévoir les campings. Mais prévoir les campings, c'est prévoir. Et prévoir, c'est imposer. Donc imposer, ça veut dire que je pars de Mimizan et je m'impose de marcher seulement 35 km. Mais si on arrive à 16h, je fais quoi? Oui, je pourrais me reposer, mais et si j'ai mal prévu mon coup et qu'il a fait chaud comme tout ce jour-là, et au lieu de prendre une demi-heure ou une heure de pause le midi, je veux prendre 2 heures, 2 heures et demie, et que mon camping est encore loin, et que je me dis ah c'est con, c'est bête, il y a une aire de bivouac là, et je pourrais dormir, mais il faut encore faire 15 km pour arriver au camping, c'est ce qui me fait un peu peur. Sachant que en fonction de chaque rando, je marche 35 km de moyenne sur le TMB, 48 sur le GR8, alors que sur le GR20, j'ai doublé toutes les étapes, mais j'ai fait, je sais plus, je l'inscrirai à l'écran, j'ai fait vraiment pas grand-chose, quoi. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est une chose à anticiper. Certains m'ont dit qu'ils aimeraient bien me voir faire moins de kilomètres et faire plus de camping et plus de restaurants, d'hôtels, de gastronomie, pourquoi pas de petites visites. Encore une fois, je vous attends en commentaire, dites-moi si c'est le genre de truc qui vous plaît. Moi, ça me fait pas rêver. Si, un truc vraiment gastronomique, pourquoi pas, mais voilà, c'est pas... Alors, les produits utiles, pas utiles. Sincèrement, les produits pas utiles, j'en ai pas eu. J'ai pris plein de choses au cas où. Je vous ai bien bassiné avec mon au cas où. Enfin, je trouvais ça un petit peu amusant, parce que les gens qui disent « Ah, faut pas prendre du au cas où, ça sert à rien ». J'ai pris plein de au cas où et je suis super content. Je vous ai listé, enfin j'ai choisi dans l'ensemble, parce que j'arrêtais pas de me dire « Ah oui, ça aussi, c'était bien ». Forcément, tout ce que j'ai pris, je m'en suis servi, donc c'était bien. Après, je vous raconterai une petite histoire, et c'est assez amusant, parce qu'on se rend compte que le au cas où, il n'est pas forcément nécessaire. Je commence avec la chemise. Je vous l'ai vendue, mais 1000 fois, cette chemise. Je sais que certains la trouvent moche, la détestent, mais je m'en fiche, parce que je ne suis pas designer, et moi, le moche, ça ne me gêne pas du tout. Moi, je veux juste un truc utile. On ne me l'a pas offerte, hein. Je l'ai achetée. On aurait pu me l'offrir, j'aurais dit autant de bien. Elle est géniale, et j'ai été vraiment content, parce que quand le soleil tapait pas mal, et surtout quand il y avait toutes ces mouches qui venaient me bouffer,
j'avais la chemise, donc la Desert 500, je pense qu'elle s'appelait quand je l'ai achetée. Donc ça, c'est génial, génial. Parmi les petites choses dont je me suis bien servi, c'est les pantalons, enfin les bas de pantalon surtout. Parce qu'au départ, je vous l'avais dit, je pensais faire tout en short. En tout cas, dans le haut de mon pantalon modulable, Forclaz, que j'ai acheté aussi. Et en fait, comme je me suis fait bouffer par les mouches charbonnières, j'étais super content de pouvoir mettre mes bas de pantalon. Et je vous avais fait une petite vidéo où je vous montrais qu'en moins de 2 minutes, c'était mis. Et encore, j'ai pas voulu faire 10 fois la séquence pour vous montrer un truc parfait à la Instagram. Mais j'ai mis du temps au départ à mettre la fermeture éclair. Je sais pas pourquoi, j'avais un petit peu galéré. Donc vraiment, en moins de 2 minutes, vous pouvez les mettre. Et surtout, vous pouvez mettre les bas de pantalon sans enlever les chaussures, sans vous asseoir au sol. Donc ça, c'est génial. Donc ça c'est génial, il y a plein de choses qui m'ont été utiles. La besace, bien entendu, la besace c'est... Enfin voilà, c'est super utile. J'essaie de noter les choses vraiment remarquables. Les bâtons de marche, des abonnés m'ont dit, mais est-ce que c'était vraiment pertinent de prendre des bâtons de marche sachant que tout était plat? Eh ben, je me suis dit ça au départ. Et je me suis dit, oui mais Pierre, les bâtons de marche, ça m'a été offert par Forclaz. Ils me l'ont envoyé. En fait, j'avais juste demandé des précisions en disant, ah j'ai vu que vous aviez des bâtons et tout, je voudrais en changer et tout. Et ils m'ont dit, bah écoute, on te l'envoie et puis t'en parles s'ils t'aiment bien. J'arrête pas de vous en parler parce que j'adore, pas parce qu'on me l'a offert, vraiment parce que j'adore. Et je vous ai fait une vidéo en disant, je suis même embêté parce que j'aurais bien voulu dire des choses négatives, histoire de dire, je suis un mec hyper objectif, même quand il y a un truc qu'on m'offre, j'arrive à trouver des choses négatives. J'ai toujours pas trouvé de choses négatives sur... voilà. Certaines personnes m'ont dit que, pour dire des trucs négatifs, que la poignée était pas top ou que quand il suait, ça glissait et tout. Moi, j'ai pas ce souci-là, mais je suis tout seul, donc il y a peut-être plein de gens qui ont ce souci. C'est super pratique, je vous ai montré plein de fois qu'on pouvait les enlever, les mettre en 20 secondes même pas. Je les avais prises pour 2 raisons. D'une part parce que ma tante, la X-Mid, tient avec des bâtons, et également parce que quand je marche, même sur du plat, je marche beaucoup plus droit, tout ça. Je vais vous refaire une vidéo parce que, alors que je pensais ne pas en avoir besoin en dehors de ces 2 raisons, je me suis rendu compte que c'était méga pratique pour plein de trucs et j'ai encore trouvé plein d'usages. Alors, c'est pas que je les ai découverts parce que pour une fois je faisais ça, mais comme j'y pensais beaucoup, quand je faisais un truc, je me dis, ah bah oui, mais ça aussi c'est pratique. Et voilà, je vous avais déjà fait une vidéo avec 8 ou 10 utilités et utilisations possibles des bâtons de marche et j'en ai encore trouvé, donc je vous en ferai certainement. Donc super content de mes bâtons. Est-ce que c'est nécessaire d'en parler? Est-ce que c'est encore nécessaire d'expliquer pourquoi oui, j'ai un matelas gonflable et oui, j'ai un matelas mou? Je vous ai fait une vidéo là-dessus, mais il y a encore des gens qui me demandent. Sincèrement, je m'en passerai pas. Alors, ça c'est le truc, je pourrais m'en passer. Et je pourrais certainement faire une randonnée en slip. Ce serait faisable. Peut-être que j'aurais froid, peut-être que les gens me regarderaient bizarrement, mais je pourrais le faire. La question c'est, est-ce que c'est pertinent de le faire en slip? D'accord? C'est un peu une métaphore un peu bizarre, mais oui, bien entendu, on peut se passer d'un matelas. Ouais, on peut se passer d'une casquette, on peut se passer d'un bonnet, on peut se dire, bah, c'est pas grave, j'aurai des coups de soleil, mais je peux m'en passer. Mais est-ce que c'est pertinent de s'en passer? Je pense pas. Et sincèrement, vous avez vu dans plein de vidéos où l'herbe est mouillée, le sol est un peu piquant, le sol est pas plat, il y a plein de trucs. Je veux faire mes étirements, je mets ça au sol. Je veux faire une sieste, je mets ça au sol. Il y a plein de moments où c'était pratique. Voilà, on fait pas boire un âne qui n'a pas envie. Donc je vais pas essayer de vous convaincre. Vous n'aimez pas le matelas mousse, vous trouvez ça lourd, encombrant, ce que vous voulez, mais je trouve qu'il y a tellement d'utilisations possibles que franchement, je l'ai trouvé génial et je m'en passerai pas. Voilà, c'est comme ça. Vous pourrez dire ce que vous voudrez, faire des pétitions, faire le pied de grue devant le studio en disant non, pas de question. Donc ça, super. La petite découverte, le parapluie. Je vous en ferai certainement une vidéo pour en parler plus longuement. J'ai été super content de le prendre. J'avais vu plein de créateurs de contenu l'année dernière surtout. Ils avaient tous leur parapluie qu'ils accrochaient comme ça. Super truc. Il y en avait
Il y en avait au moins 3 comme ça de tête qui avaient un parapluie. Je me suis dit c'est un peu bizarre comme truc, mais bon, il faudrait peut-être que je teste un jour. Maintenant, dites-moi si je me trompe, mais je ne vois plus personne avec des parapluies. Voilà, je voulais citer des noms, mais je ne vais pas citer de noms, mais je les vois plus avec leurs parapluies. Donc, c'était des parapluies super chers et tout. Moi, c'est un parapluie Decathlon Inesis que j'ai acheté avec mes sous à moi. Je le dirai à chaque fois maintenant parce qu'en plus, il faut le dire quand on reçoit des choses. Donc, quand je ne les reçois pas et que je les achète, je le dis. Donc, je l'ai acheté et j'en suis super content. Ça m'a été utile quand il faisait super chaud et que j'étais pas dans les pinèdes. Et ça m'a servi quand il y avait des petites pluies. Donc, je suis vraiment content. Alors, il y a des limites à la chose, mais on se retrouvera dans une vidéo. Si vous voulez poser des questions pour me permettre d'y répondre pendant les vidéos, encore une fois, je vous attends en commentaire et on fera ça. Voilà, ça c'est les choses vraiment qui ont été utiles. Dans les choses qui n'ont pas été utiles, il n'y a rien. Il y a une question que je m'étais posée, c'est la polaire. Pendant 3 ou 4 jours, je n'ai pas du tout utilisé la polaire, sauf parce que je la pliais. Je pliais ma doudoune et je la mettais dans mon tour de cou et je m'en servais comme oreiller. D'ailleurs, le tour de cou aussi, je m'en suis pas servi, sauf pour faire un oreiller. Voilà. Après, la polaire, les 2 derniers jours, il faisait un peu moins bon. Je préfère randonner avec un t-shirt et polaire que randonner avec un t-shirt et doudoune. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Même si la doudoune, j'aime bien la mettre le matin. Mais quand je commence à marcher beaucoup, je lui préfère souvent la polaire. Quand il risque de pleuvoir un tout petit peu, je préfère que ma polaire soit un peu humide, mais que ma doudoune ne le soit pas. Et garder la doudoune à la limite pour le soir, le campement ou même la nuit, plutôt que la polaire. Enfin voilà, c'est une façon de faire. Je m'en suis servi un peu, mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu m'en passer, comme le tour de cou, sauf pour l'oreiller, et sauf si, au cas où, il avait vraiment fait mauvais. Et si vraiment il avait fait mauvais, s'il avait fait très froid, humide, tout ça, là j'aurais été super content d'avoir mon tour de cou et j'aurais été super content d'avoir ma polaire. Donc c'est dû au cas où, mais comme ça m'a servi un peu, je ne suis pas trop déçu de l'avoir pris. Voilà, donc ça c'est vraiment la seule chose. Par rapport aux choses que j'aurais dû prendre mon couteau suisse. Parce que je devais le prendre. Je l'ai tous les jours avec moi. Le parapluie, c'est pareil. Le parapluie, je l'ai toujours dans mon sac. J'ai toujours le parapluie dans mon sac. Donc, je l'ai quand même toujours avec moi. Le couteau suisse, je l'ai toujours avec moi et je l'ai oublié. Je l'avais préparé et je l'ai oublié. Et je me suis dit, mince, comment tu vas faire sans couteau suisse? Parce que j'avais pas de couteau, j'avais pas de lame et je n'avais pas de ciseaux pour couper des emballages ou me couper les ongles ou des trucs comme ça. Pour les ongles, coup de bol, je sais pas pourquoi, parce que j'aime bien porter du lourd. Je suis parti avec une lime à ongles. C'est mon côté féminin, je me suis dit, tu pars en rando, prends une lime à ongles jetable, hein, en bois et je sais pas quoi dessus, pas en métal. Donc ça m'a bien permis de limer un peu les ongles, surtout les ongles de pied. À un moment, je me suis rendu compte que j'avais des ongles un peu grands. Et je me suis dit, mais comment tu peux faire sans couteau et sans paire de ciseaux? Et en fait, ça marche super bien. Enfin, on s'en sort parce qu'on a des mains et on a des dents. Donc le pain, d'habitude je le coupe, là je le romps. Et par exemple, les saucisses ou le saucisson, je mords dedans. Il n'y a que moi qui le mange, donc je mords dedans, je prends un bout et voilà. Ça m'a franchement pas manqué. Les lyophilisés sont prédécoupés. Il y a un lyophilisé, ça a été un peu compliqué, j'ai fait une petite entaille avec les dents, tout ça. Donc, encore une fois, ça vous montre que le couteau suisse, on pourrait dire, non, il faut partir avec une lame et une paire de ciseaux. Ok, mais là, je pourrais très bien dire, je ne l'ai pas pris, je m'en suis servi, donc le couteau suisse, ça devient au cas où. C'est pas nécessaire. Et il y a plein de choses qui ne sont pas nécessaires. Vous pouvez vous en sortir. Est-ce que je repartirai avec un couteau suisse? Évidemment. Évidemment que j'essaierai de ne pas l'oublier. Alors oui, ça fait 46 grammes à porter en plus, mais c'est pratique. Je peux m'en sortir sans. Je peux m'en sortir sans un short. Je peux m'en sortir sans... Même les bâtons de marche. Les bâtons de marche, je peux marcher sans. J'aurai mal au dos.
mais je peux marcher sans. Et ma tante, elle tient avec des bâtons de marche, bah, je peux très bien essayer de trouver un bout de bois sur le chemin, le tailler à la bonne... Oui, on peut s'en sortir, mais encore une fois, c'est à quel moment on est raisonnable et à quel moment on se dit je vais couper les étiquettes de mes t-shirts parce que comme ça va m'alléger de 0,1 g. Bon, ce sera galère pour savoir comment les laver dans 5 ans, mais au moins j'aurai économisé. Voilà, c'est le pour et le contre. Donc, il n'y a rien que je regrette d'avoir pris. Il n'y a rien que je regrette d'avoir oublié, puisque je pourrais regretter d'avoir oublié mon couteau suisse. Mais encore une fois, c'était un bon enseignement et je suis super content d'avoir appris plein de choses. Alors, les choses sur lesquelles je dois travailler pour améliorer mes randos, il y en a deux. La première, je vous en ai parlé, c'est mon problème d'ampoule. Et je pense vraiment que si je marche moins, j'aurai peut-être moins d'ampoules. L'erreur que j'ai peut-être fait sur ce GR, c'est comme c'est très plat, bon je pensais pas avoir autant de pistes cyclables, mais comme c'est très plat, j'aurais pu prendre des sandales. Marcher en sandales, je l'avais fait sur le GR65, c'est bien parce que vos pieds sont bien aérés, c'est pas top quand vous avez du dénivelé, même si j'ai vu des gens sur le GR20 le faire en sandales, voire en tongs. Il y a même des gens qui le font pieds nus, enfin à la limite je préférais encore le faire pieds nus qu'en tongs. Je pense que j'aurais une meilleure accroche. Donc tout est possible, mais bon, je pense que j'aurais été mieux avec des sandales plus aérées. Je suis en train de réfléchir au fait de ne plus utiliser de chaussures de rando, mais juste utiliser des chaussures de running. Avec mes chaussures de running, quand je cours un marathon, j'ai pas d'ampoule. Et avec des chaussures de rando, parfois au bout de 25-30 km, je commence à avoir des échauffements. Donc je me dis peut-être que le pied respire pas bien. Maintenant, est-ce que je prends des chaussures de running classiques? Est-ce que je prends des chaussures de trail? Il faudrait que je me teste. Il faut que je teste pour voir ce que ça donne. Les chaussures les plus aérées possibles. Quitte à la limite à prendre des chaussures et à le mesh qui a d'habitude le couper pour aérer vraiment mon pied. J'ai fait des tests pour marcher sans chaussettes en me disant ça va donner moins chaud. Mais en fait, la chaussette, elle est là parce qu'elle gère aussi un petit peu la sueur. Et la sueur qui ne s'évacue pas, c'est pas top. Donc pour l'instant, ça ne m'a pas réussi. Même si je marche beaucoup pieds nus, mais je ne me vois pas encore faire une rando pieds nus. Faudrait que je teste sur certaines randos. Il y a certaines randos où c'est hyper agréable. Sur le GR8, j'ai marché un peu pieds nus. Dans le sable, je marchais beaucoup pieds nus et tout. Pas longtemps, parce que je ne voulais pas non plus abîmer mon pied. Mais c'est faisable. Donc ça, c'est une chose, encore une fois, sur laquelle je travaille beaucoup, parce que j'aimerais bien pouvoir marcher dans de meilleures conditions. Et même si à des moments, j'ai fait des 40, 50 km, voire 55, je crois, pour le dernier jour, quand j'ai beaucoup d'ampoules, c'est très compliqué. Les premières minutes, je marche vraiment très lentement, tout ça, c'est pas agréable. Et puis voilà, donc il faut que je travaille là-dessus. Et la deuxième chose, ce qui m'a posé le plus de problèmes, en dehors du bivouac interdit, tout ça, c'est l'énergie. J'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup fait de photos, beaucoup d'enregistrements audio. J'ai une powerbank, 20 000 mAh, c'est pas mal. Je me tâte pour en prendre deux, parce que j'étais vraiment un peu juste. Donc en prendre deux. Si j'avais pu m'arrêter dans plus de camping, je pense que ça n'aurait pas été gênant parce que j'aurais pu tout recharger facilement. Mais là, je ne m'arrête pas beaucoup dans les campings, enfin quasiment pas. Je ne m'arrête pas dans les restos, dans les cafés pour recharger. Puis parfois, c'est pas possible. Donc soit partir avec deux powerbanks, mais ça fait quand même du 400 grammes. Et en tout cas, peut-être changer. J'aime pas changer une chose qui va bien, mais peut-être changer avec une powerbank qui se recharge plus vite, parce que la mienne se recharge très lentement. Et parfois, même au bout de 3-4 heures de charge, elle n'est toujours pas rechargée à fond. Donc voir, et peut-être revoir à nouveau les panneaux solaires. Sur le GR65, à l'époque, j'étais parti avec un panneau solaire que j'avais acheté sur AliExpress à 10 €. Qui m'aidait un peu, mais qui n'était pas résistant. Il y a des personnes, des abonnés qui m'ont dit en commentaire, je crois que c'est Sunlight qui fait ça. Faudrait que je vois si c'est pertinent, si ça peut se faire. J'aimerais bien essayer de tester, revoir si c'est vraiment bien ou pas. Je pense que ce problème d'énergie ne concerne que 0,1% d'entre vous. Dites-le moi en commentaire. Je suis désolé de cette phrase, mais j'aime bien avoir vos retours. Parce que d'une part, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne font pas énormément de photos ou vidéos. Donc vous n'avez pas
forcément un besoin en énergie énorme. Et en tout cas, vous êtes, je pense, très nombreux à dormir en gîte, en camping, tout ça. Et c'est aussi pour ça, parce que j'aime bien être proche de vous, que j'ai pas non plus envie de trop m'éloigner en faisant trop du bivouac, du bushcraft et ce que vous voulez à tout prix. Alors ça peut être sympa, hein, c'est un peu comme on veut vendre un canapé, on met le canapé dans un loft, on met une fille à moitié à poil et puis on trouve ça magnifique, mais en fait on vous vend juste un canapé. Et j'ai pas envie de faire des choses extraordinaires et qui nous ressemblent pas j'ai pas envie de faire une aventure de dingue. Alors c'est bien parce que ça va vous faire rêver, mais en même temps c'est pas hyper proche de vous et informatif. Et je me dis parfois, même si j'adore le bivouac, quand tu peux pas faire du bivouac, fais du camping parce que les gens qui regardent la vidéo font du camping ou vont dans des gîtes. Donc est-ce que si j'allais dans des gîtes, il faudrait bien préparer, mais si j'allais dans des gîtes et que je vous parlais à chaque fois des gîtes que je fais sur Saint-Jacques, est-ce que ce serait pas plus intéressant pour vous ? Parce que vous auriez mon retour de ressenti. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais en tout cas, vous auriez un retour de ressenti. Je me dis, est-ce que c'est pas ça qui serait vraiment intéressant sur cette chaîne ? Vous donner vraiment le vrai ressenti. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que vous soyez hyper touchés, mais je pense que peut-être certains d'entre vous pourraient être intéressés pour des revues sur les panneaux solaires ou des powerbanks, tout ça. Encore une fois, je vous attends en commentaire, ceux qui parlent en commentaire, c'est ceux qui influencent le plus la chaîne et je sais vers où m'orienter parce que c'est des sujets qui intéressent les gens. Voilà. En plus de m'intéresser moi. Je vous ferai pas... Je fais plein de parenthèses, la vidéo va durer 6 heures. J'ai encore eu une demande d'une société pour un partenariat. J'hésite vraiment à vous en parler à chaque fois. C'est une société en photo. Pourtant, je suis photographe. Hein. Ils me disent, oui, on voudrait bien vous envoyer du matériel. Je dis, mais vous êtes gentil. Je dis, moi, j'ai une chaîne de rando, pas une chaîne de photo. Alors que j'aurais pu dire oui, hein, j'aurais eu du matos gratos. Il dit, oui, mais comme vous êtes randonneur, vous devez certainement faire des photos, vidéos et vos abonnés aussi. Je dis, mais t'es gentil, mais en fait, moi, je suis super commercial. Je dis, t'es gentil, mais en fait, je fais toutes mes photos et vidéos avec mon iPhone, donc j'ai pas besoin... Oui, mais peut-être que vous seriez intéressé par un trépied. Tiens, là, c'est le seul truc où j'ai dit « Ah oui, c'est vrai, ma perche selfie, j'avais oublié dans les super choses que j'ai pris, la perche selfie était top. Ma perche selfie est vraiment top parce que c'est pertinent d'en changer et tout. » Mais voilà, tout ça pour vous dire que parfois, je pourrais tester des choses, mais je sens ces choses tellement loin de mes préoccupations et de vos préoccupations que je me dis... Est-ce que c'est vraiment important pour gagner 10% sur toutes les ventes ? Il y a des gens qui vous proposent un 10% sur toutes les ventes. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, je ne donnerai pas de nom encore une fois, mais quand vous avez un YouTuber, un créateur de contenu qui va vous parler une vidéo sur 2 ou un TikTok sur 2 ou un Instagram sur 2 qui va vous parler d'un produit en disant « Ah, il y a ça, c'est super, vas-y, achète, pas cher. » J'aurais peut-être pas dû faire l'accent, tant pis. Et souvent, c'est qu'il y a un bénéfice à la clé. Alors quand vous faites une vidéo parce qu'on vous a envoyé un produit et qu'on vous propose 200 balles ou 500 balles pour faire la vidéo du produit qui vous intéresse, je ne vois pas pourquoi on devrait présenter que des produits qui nous intéressent gratuits. Si je veux présenter un produit, qu'on me l'envoie et qu'on me donne de l'argent, alors que de toute façon j'aurais présenté gratuitement, je ne vais pas dire non quand on m'envoie de l'argent. Mais quand vous voyez des gens qui vous recommandent un produit tout le temps, ils ne sont pas payés à chaque fois, c'est qu'ils sont payés à la commission. En tout cas, c'est ce que je pense. Moi, je ne suis pas dans leurs petites affaires, mais c'est ce que je pense. Et j'ai déjà eu des sociétés qui vendaient des trucs miracles, faits par la NASA et patati patata, et on avait un pourcentage. Donc voilà, c'est tout ça. Tout ça pour vous dire que si je vous propose des trucs, que je les reçoive ou que je les paye, c'est parce que c'est des choses qui m'intéressent. Mais si ça m'intéresse et que je sens que les abonnés sont aussi très intéressés, ça m'intéresse encore plus. Désolé de cette longue parenthèse, mais je suis comme ça. Alors, bilan positif, négatif. On va commencer par le négatif. Le plus gros négatif, c'est le bivouac. Le bivouac, ça a été vraiment très dur. En fait, c'est pour ça que je disais que pour moi, le GR était plus dur que le GR20 parce que physiquement, c'était pas dur.
même si je marchais beaucoup, c'était pas dur. Mais psychologiquement, ne pas savoir où j'allais pouvoir dormir et dès 18h, 19h, me dire je peux pas dormir là, je peux pas dormir là, je suis fatigué, j'ai envie. C'était très très stressant et je ne comprends pas ce souci du bivouac. Alors les gens vont me dire oui mais c'est les incendies. Non, parce que j'ai vu plein d'arrêtés bivouac camping. Alors pour la petite histoire, j'arrêtais pas de dire, il y a le symbole camping, je sais pas si le bivouac est considéré ou pas. Je me suis encore bien renseigné, j'aimerais bien faire une vidéo avec un spécialiste de ça, parce qu'il y a beaucoup de on-dit et j'ai trouvé peu d'infos. Mais dans les infos officielles, dans le droit, le bivouac n'existe pas. Le bivouac et le camping, c'est la même chose dans le droit. Point barre. Et vous n'avez pas, apparemment, d'après ce que j'ai lu, il n'y a pas de différence. Après, on fait des distinctions à l'usage en disant il y a le camping sauvage où on s'implante pendant longtemps à un endroit, il y a le bivouac qui est toléré, souvent c'est toléré, ça me fait rire comme mot, qui est toléré du coucher du soleil au lever du soleil, sauf dans certains endroits. Le bivouac, c'était très très compliqué. Je comprends pas pourquoi dans une telle étendue où il y a plein de choses positives et tout, enfin, des lacs, des rivières, de la forêt, des terrains plats où on peut pas, je comprends pas. Par contre, je sens bien que le gars en 4x4 qui me dit faites attention à la végétation, ou je sens bien que tous les campings 5 étoiles avec que des bungalows, je sens bien qu'on est le petit poussé à côté de tout ça et qu'il y a tellement de gens qui veulent consommer, avoir leur machine à laver, la clim et tout, dans un endroit magnifique, c'est eux qui vont gagner. La seule, je fais juste une petite parenthèse, encore une, la seule exception, je ne l'ai pas trouvée, c'est qu'il y a une association du bivouac, donc il y a une fédération, une association qui se crée et qui disent, voilà, on va essayer de militer pour la défense d'eux. Je ne suis même pas sûr que la Fédération française de randonnée milite pour le bivouac. En tout cas, sur les magnifiques vidéos qu'ils font, je vois quasiment jamais les gens faire du bivouac. Ils vont toujours dans des refuges. Alors, je les ai contactés, ils m'ont dit oui, mais c'est compliqué parce qu'on a du matériel photo, vidéo, on a besoin d'énergie. Et donc, faire ça en bivouac, c'est compliqué. Je pense que quand on veut, on peut. Mais voilà. Bon, tout ça pour dire que le bivouac était très très compliqué. C'est la chose négative. L'autre chose négative, vous l'avez vu, c'est cette piste cyclable. Alors la piste cyclable, c'est vrai que c'est pas beau, c'est plat, c'est longiligne, c'est monotone, c'est tout ce que vous voulez. C'est comme ça. On est sur la ville Odyssée, on n'est pas sur le GR8, on passe pas dans la forêt. On passe dans la forêt, on est intégré dans la forêt, mais il y a une piste cyclable et c'est vrai que c'est pas forcément magnifique. Et la troisième chose négative, c'est les moustiques. En tout cas, les mouches charbonnières qui m'ont bien piqué. C'était vraiment douloureux. J'étais couvert de boutons, c'était vraiment très compliqué. Et, je me suis gratté, je me grattais la nuit. Enfin, c'était très compliqué. Heureusement, j'avais le pantalon modulable, plus mes petits lacets qui traînent derrière, les lacets du sac de couchage, enfin du matelas de sol, qui traînent derrière et qui tapent un peu dans mes mollets, qui les chassent un peu, mais voilà, c'était les choses très très compliquées. Donc 3 choses vraiment négatives sur ce GR. Ah oui, si, j'ai failli oublier, le manque d'indication. Il n'est pas balisé. Il n'est pas balisé. Donc absence de balisage total, parce que 4 inscriptions sur 300 km, je ne trouve pas que ce soit balisé. J'ai vu plus d'inscriptions Saint-Jacques-de-Compostelle que GR8, même si à terme, d'après Wikipédia, les deux vont être jumelés, mais il n'y a rien du tout et c'est incompréhensible. Je ne comprends pas qu'il ne puisse pas y avoir de balisage et je ne comprends pas que Wikipédia l'annonce, que iCamp l'annonce pas, pourquoi pas, mais que GR Info ou le site de la Fédération française n'indique pas avec un gros macaron « Attention, le GR8 n'est plus balisé depuis 400 ans, faites attention ». Et bon, j'ai peut-être mal vu, je suis peut-être mauvaise langue, mais bon, voilà. Par rapport aux choses positives, eh ben, les choses positives, il y en a plein. La flore, les paysages, vous direz ce que vous voudrez, mais c'est magnifique. Vous avez le bord de mer qui est magnifique, c'est des belles plages, il y a la mer, il y a des magnifiques levées de soleil, couchers de soleil, enfin, c'est ce que vous voulez. Enfin, on n'a pas toujours ça dans d'autres régions. Vous allez 2 km plus à l'est, vous n'êtes plus en bord de mer, vous êtes dans les pinèdes, c'est magnifique. Des pinèdes, il y en a
plein de différentes. Il y a les forêts avec le sol nu, avec les épines de pin. Il y a les forêts avec toutes les fougères qui sont à hauteur d'homme. Il y a plein de choses vraiment incroyables au niveau des forêts. Il y a les lacs. Il y a plein de lacs. Dès que vous allez un petit peu plus encore à l'est, vous avez des lacs. Et bien entendu, il y a tous les petits villages, tout ça. Enfin, c'est... Au niveau de la diversité, on a l'impression que c'est pinède, mais en fait non, il y a la mer, il y a les pinèdes, il y a les lacs, il y a plein de choses, donc c'est vraiment magnifique. Au niveau de la faune, je m'étais plaint un peu, encore une fois, je suis désolé, sur le GR20, j'avais pas vu beaucoup, contrairement au TMB, où j'avais vu beaucoup d'animaux, sur le GR20, j'en avais pas vu tant que ça. Là, il y en avait plein. Alors, il y a les animaux communs, où il y a les veaux, vaches, cochons, ânes, et ainsi de suite, j'en ai vu plein. Mais j'ai vu des couleuvres, j'ai vu des lièvres, j'ai vu des chevreuils, j'ai vraiment beaucoup. Et des oiseaux, mais c'est le GR des oiseaux. Il y a des oiseaux partout, on les entend tout le temps, ils piaillent tout le temps, très fort. Parfois c'était compliqué pour faire les vidéos, mais c'était magnifique. À des moments quand j'en pouvais plus, je m'arrêtais, j'étais comme ça. Et j'écoutais, et on est bercé par les oiseaux, c'est vraiment un truc... Et il y a le ronron de la mer au loin, comme ça, qui... C'était vraiment génial, quoi. Donc ça, c'est top. Les villes. Alors, ce sera dans le bilan, mais on croise quand même des villes qui sont vraiment magnifiques. Carcan-Plage est beau, Lacanau c'est super sympa, Mimizan avec la promenade fleurie c'est super, Biscarrosse Lac c'est bien, enfin, il y a des villes, le Cap-Ferré, Arcachon, enfin, la Grande Motte, c'est très dense, en tout cas de ce que j'ai vu, mais il y a des maisons magnifiques. Alors je sais que vous n'êtes pas très rando urbaine, j'avais fait 2 randos urbaines, Roubaix et Paris, mais moi j'adore, je trouve ça génial de marcher dans les villes et de voir des choses, des monuments, des bâtiments. Donc voilà, bon, le Cap Ferré, Arcachon, le Bac, enfin il y a plein de choses vraiment sympas, Cap-Breton, Bayonne et ainsi de suite. Donc c'est top. Cette rando est top aussi parce que comme on passe par plein de villes, ben, la bouffe, le ravitaillement, on pourrait presque être en autonomie parce que j'ai l'impression que quasiment tous les 20-30 km, donc même pour un petit marcheur, tous les jours vous pouvez partir de Lacanau et arriver au Cap Ferret, et du Cap Ferret vous êtes déjà à Arcachon, de Arcachon en marchant un peu, là vous marchez peut-être beaucoup, vous arrivez sur Mimizan ou quelque chose comme ça, et ainsi de suite. Donc il y a toujours possibilité de manger, et je vous avoue, vous avez dû le voir, j'ai jamais mangé autant de viennoiseries, des petits pains, des croissants, je me suis fait des pizzas, je me suis fait des américains merguez, en Belgique on dit des mitraillettes, je sais pas comment est-ce qu'on dit dans le reste de la France, mais bon, voilà. Je me suis fait des glaces, j'ai jamais bouffé autant de glaces, donc voilà, c'est un truc un peu atypique, hein. C'est assez intéressant. Et enfin, il y a un truc qui est super positif, c'est cette piste cyclable. Alors je sais, je l'ai mis en négatif, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, la piste cyclable, c'est pas bien et tout ». Ouais, c'est vrai, c'est un peu bizarre d'avoir cette piste cyclable, mais c'est un tel bonheur. Alors déjà, vous ne regardez pas les panneaux qui n'existent pas, parce que vous avez la piste cyclable. Donc au niveau de la liberté d'esprit, vous suivez la piste cyclable. Vous vous posez pas la question de savoir le panneau sur la carte et tout. Je déteste sortir cette carte que j'ai pas. Voilà, vous marchez, vous suivez la piste cyclable. La piste cyclable, elle est dans la forêt. Elle est vraiment dans l'épinède. La piste cyclable, elle fait, mais je sais pas, elle doit faire 1,50 m, 2 mètres de large. Donc de chaque côté, c'est l'épinède. Dès que je voulais faire une sieste, je faisais 5 mètres. Je suis dans la forêt, je dors. Dès que je voulais manger, j'avais toujours cette piste cyclable, mais vous êtes dans la forêt. D'ailleurs, c'est un des points positifs, c'est le fait que s'il fait très chaud et que c'est la canicule, vous êtes tellement dans l'épinède que vous êtes tranquille. Vous n'êtes pas sur une piste cyclable en bord de mer et puis vous devez rentrer dans l'épinède où il y a du sable, où c'est galère et tout. Non, la piste cyclable, elle est dans l'épinède, donc elle est géniale. La piste cyclable, il y a peu de dénivelé. Donc peu de dénivelé, ça veut dire que on marche facilement et puis on enchaîne le paysage. Et surtout, la piste cyclable, elle est plane. Il
il n'y a pas de pierre. Enfin, il y a certains endroits entre, je crois que c'était au niveau de Carcan, tout ça, il y avait encore des dalles. Apparemment, c'est des anciens chemins que les Allemands avaient fait pendant la guerre, si j'ai bien compris. Donc il y a encore des dalles, mais après c'est macadamé. Et en fait, vous marchez, et ce qui fait que, contrairement à certains GR comme le GR20 ou même le TMB, où à des moments vous devez quand même pas mal regarder, et le GR20, j'avais dit, j'ai l'impression d'avoir passé mon temps à regarder mes pieds, autant là, vous êtes toujours comme ça. Vous ne regardez pas le sol il est plat, donc vous êtes 100% du temps à regarder le paysage, à regarder des choses passer, à regarder au loin, c'est hyper agréable. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai testé, c'est les écouteurs. J'avais jamais randonné avec des écouteurs, parce que c'est tellement enivrant de vous dire j'ai que à marcher, j'ai pas à m'occuper des panneaux, j'ai pas à m'occuper de regarder mes pieds et tout, que vous êtes bercé par le truc et c'est super agréable. Et d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit oui, c'est un peu monotone. Alors c'est vrai que vous avez des lignes droites, mais les lignes droites, vous les avez aussi en bord de mer. Et c'est vrai que les bords de mer, parfois, c'est un peu compliqué de marcher en bord de mer. Mais moi, je prends l'autre côté de la spécificité, au lieu de dire oui, c'est le côté négatif, c'est pas bien, c'est plat, c'est rectiligne. Mais le bord de mer, il est génial parce que vous partez presque dans une transe ou une méditation, parce que quand vous marchez, les 15-20 premières minutes, c'est sympa, il y a les vagues et tout, ouais, c'est bien, lever de soleil et tout. Puis entre 30 minutes et 1 heure, ça commence à être un petit peu enquiquinant. C'est toujours pareil, il y a toujours les vagues, elles font toujours le même truc, comme ça, et puis vous marchez comme ça. Et il y a un point au loin qui n'avance pas, et 4 heures plus tard, il sera encore là, un petit peu plus gros, c'est tout. Mais par contre, au bout d'1 heure, j'ai remarqué que je rentrais dans une sorte de transe où je marchais et j'étais perdu dans mes pensées. Et sur le chemin, parfois c'était ça sur la piste cyclable, c'est que je suis vraiment perdu dans mes pensées dans un lieu magnifique, qui est très beau, soit où j'entends les oiseaux énormément, soit où je mettais ma musique et j'étais un peu dans ma transe. Il y avait Grande Loutre qui fait ça comme Instagram, comme youtubeur, créateur de contenu, qui marchait avec des écouteurs. J'ai toujours été étonné et je me suis dit il faudrait que je teste. Et je comprends mieux maintenant parce qu'on est vraiment, on est dans sa bulle tout ça, donc c'est vraiment génial. Et sincèrement, ces longues lignes droites, elles sont hyper intéressantes parce que vous vivez une expérience différente. Je vous ai déjà dit, marcher seul ou accompagné, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste une expérience différente. Et là, franchement, marcher sur un truc plat où vous prenez pas la tête, où vous marchez dans un environnement qui est très beau, pour moi, ça reste un point positif. Même si je ne voudrais pas faire que ça comme rando, c'est quand même super positif d'avoir l'esprit allégé et de marcher comme ça. Voilà. Alors, enfin la conclusion, pour celles et ceux qui ont eu le courage de rester après, à mon avis, au moins je vois le chrono, à mon avis, il y en a pour 1 heure. Est-ce que c'est un GR à faire? Sincèrement, si vous cherchez à randonner à 4 pattes, à monter des échelles, à avoir du D+, de la mort, à être immergé dans la forêt, immergé dans la montagne H24, de ne pas voir de village plus qu'une fois tous les 5 jours, de bivouaquer où vous voulez quand vous voulez, c'est évident que non. Enfin, il ne faut pas le faire ce GR, c'est du n'importe quoi. Enfin, on ne peut pas bivouaquer, c'est tout plat, c'est rectiligne, il y a une ville tous les 20 km, puis c'est pas des petits villages typiques troglodytes, non, c'est pas des grosses villes, hein. Lacanau, c'est pas une ville de la mort, Mimizan, c'est pas une ville de dingue, mais voilà, c'est quand même de la ville, quoi. Donc non, faut pas le faire, c'est clair et net, il faut pas le faire. Par contre, si vous voulez faire une rando, mais vous ne voulez pas trop vous prendre la tête sur le fait d'avoir accès à l'eau ou à la nourriture, c'est pas mal. Il y a quand même souvent des villes, il y a souvent des supérettes, il y a souvent des restaurants, il y a quasiment toujours de l'eau, parce que dès que vous êtes dans une ville, c'est une ville de surfeurs, le long de la côte, il y a souvent de l'accès à de l'eau, en plus des supérettes. Même si vous n'avez pas une gourde, une bifree ou un filtre, je ne sais plus trop quoi, une gourde Oco ou des trucs comme ça. Donc voilà, vous pouvez sans vous prendre la tête. Si vous n'avez pas une super condition physique,
Si vous avez des problèmes de genoux, des problèmes de rotule, des problèmes de dos, enfin bref, il faut vous changer de haut en bas. Et si vous voulez quand même marcher, mais dès que vous commencez à monter 4-5 étages d'immeuble, vous suffoquez, vous avez du mal. Ben là, c'est plat, les gars. Là, c'est plat. Donc si vous avez les problèmes de hanche, de dos, de genoux, tout ça, et que vous n'aimez pas trop le dénivelé parce que ça vous essouffle, là, c'est plat. Si vous avez peur de vous tordre la cheville et que votre sac est peut-être un peu lourd parce que vous n'avez pas fait l'acquisition de la super tente, du super sac à dos et tout, qui coûte assez cher, et que vous partez quand même avec un sac de 14-15 kg voire plus, bah là c'est plat de chez plat. Votre pied il va pas aller sur un petit caillou et vous allez partir et tout ça, comme j'ai vu sur le TMB par exemple. C'est super. Si vous voulez avoir tous les 20 km voire moins un accès à un camping avec toutes les commodités, ah, c'est là. Et si vous voulez un endroit où il y a la faune, la flore, plein de choses, plein de trucs géniaux, plein de paysages différents, si vous voulez pouvoir vous arrêter de temps en temps et vous baigner dans un lac qui ne soit pas gelé ou aller en bord de mer, donc ce GR, si vous voulez faire un GR, un premier GR très cool, sans trop de dénivelé, en étant dans la nature mais en ayant quand même un petit tapis roulant qui vous permette de ne pas vous fatiguer et pas vous abîmer, c'est un super GR. J'ai râlé beaucoup dessus parce que moi je ne suis pas dans ces situations-là, mais franchement, si vous voulez... Alors bien entendu, faites-le à vélo. À vélo, c'est génial. Vous imaginez une ville tous les 20 km. C'est quasiment toutes les heures, vous pouvez vous faire une ville différente. Et là, vous pouvez visiter. Vous voulez faire un GR où vous allez visiter des choses, faites ce GR. Le GR8, il est génial pour ça. Parce que vous ne prenez pas la tête de savoir si vous allez vous perdre, vous ne prenez pas la tête de savoir la marque rouge et blanche, elle est où. Vous dites... Oh, je m'arrête un peu à Cap-Breton, je passe une nuit à Cap-Breton, je prends le bac, j'arrive à Arcachon, je marche un peu, je vais aller visiter la Grande Motte, j'ai toujours la Grande Motte, la dune du Pilat. Je vais voir la dune du Pilat, puis après, on va pousser un peu, on va aller jusqu'à Mimizan, et puis après, à Mimizan, on va faire le petit tour du lac. Enfin, voilà, c'est... Je pense pas qu'il faille nécessairement dénigrer quelque chose qui ne vous corresponde pas. Enfin, je le fais beaucoup avec le GR20, parce que le GR20, ça ne me correspond pas. Mais quand je vois le nombre de gens qui vont sur le GR20 et qui adorent le GR20, on ne peut pas dire le GR20, c'est pas bien. C'est juste que moi, je ne le ferai pas, je ne le ferai plus, et que je le déconseille à plein de gens, surtout pour un premier GR. Mais il y a des gens qui adorent et qui le refont 4, 5, 6 fois. Donc, pourquoi pas ? Et le GR8, il a l'air pas bien, parce que moi, je l'ai vécu différemment. Mais sincèrement, je pense vraiment que si vous voulez juste randonner un petit peu, si vous voulez pas vous imposer trop de choses au niveau physique, si vous voulez voir les étangs, la mer, les pinèdes, il est génial ce truc, il est génial. Donc voilà, au final, je dirais un GR très riche en enseignements. J'ai hâte de repartir. J'aurais voulu repartir en octobre, mais je ne sais pas si ce sera possible avec le boulot. Mais j'aimerais vraiment... alors j'ai plein de pistes, hein. Il y a les GR65, enfin tous les 5 lacs de Compostelle qui sont positifs. Il y a Bénévent-l'Abbaye que j'aurais voulu faire. Il y a pourquoi pas, plein de gens m'ont dit viens en Alsace, dans le Jura et ainsi de suite. Il y a pourquoi pas le Tour du Nil aussi, j'aurais bien fait, Oléron et ainsi de suite. On verra si j'ai le temps. Peut-être que je ferai juste un truc dans le nord de la France. Il y a le GR120 qui me tente un peu. Ou en Belgique, j'ai vu des GR en Belgique ou au Luxembourg. Je verrai si j'ai le temps, mais c'est sûr que ça m'a un petit peu transformé, comme le GR20, comme le TMB, ça m'a fait voir des choses différentes. Et c'était dur, mais c'était vraiment passionnant. J'espère que le GR8, en tout cas les vidéos vous auront plu. Merci, vous êtes plein à m'avoir laissé des messages. Il faut vraiment que j'essaye de répondre à tout le monde. J'essaye de répondre largement et vraiment en personnalisant mes réponses. Je pense que pendant plusieurs vidéos, ce sera des vidéos matérielles parce que j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous raconter. J'ai testé, je ne l'ai pas pris là, je vous ferai peut-être une photo. J'ai reçu, donc c'est un partenariat non rémunéré comme il faut dire. Je fais un peu de course à pied et pendant un marathon, le marathon de Nantes, il y a des produits à base de miel qui sont vendus par la marque qui s'affiche là-haut. Et je leur ai dit, je les ai contactés après le marathon. Je leur avais acheté des produits pour le marathon, des gels.
Et je m'étais dit, en marchant sur le Chervit, je m'étais dit, tiens, bah ouais, c'est pas bête, il y a peut-être des trucs à base de miel qui pourraient être intéressants pour les randonneurs. Je leur ai demandé, ils ont dit, mais si tu veux, on t'envoie un échantillon. Et comme d'habitude, je dis, ok, je dis par contre, je vous promets pas de faire une vidéo dédiée, je vous promets pas de dire du bien de vos produits, voilà, je dis ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Si j'aime pas, je le dirai, si j'aime bien, je le dirai et tout. Ils m'ont dit, pas de souci, exactement comme Lyophilis & Co. Donc certainement, je vous en parlerai, il y aura ça. Je vous ferai une vidéo, peut-être, si j'ai le temps, sur les 165 autres avantages des bâtons de marche. Je vous ferai un petit topo sur le parapluie, comment ce que j'en pense, ce qui est bien, pas bien, le grammage, les trucs techniques, tout ça. Il faut toujours que je vous fasse une vidéo sur ma tante X-Mid depuis le temps. J'ai un super retour là-dessus. Voilà. S'il y a des vidéos que vous voulez voir en priorité, vous me dites si c'est le miel. Il y a des barres énergétiques, il y a des infusions à base de miel, il y a des petits déjeuners chocolatés à base de miel, tout ça. Donc il y a plein de choses à tester, j'adore. Enfin voilà, vous me dites ce qui vous intéresse, vous le notez en commentaire et comme ça je me dirai, bah, il y a plein de gens qui veulent plutôt les bâtons de marche ou le parapluie, je vais bosser plutôt là-dessus. Voilà, désolé pour cette longue vidéo, mais vous savez que j'aime bien parler, j'aime bien vous parler. Je vous attends en commentaire et à très bientôt.